Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Tous mes voeux, bonne année. Oui, moi On ne aussi. s'était pas vu. Donc voilà, chef économiste chez Natixis. Bon, vous avez vu ça, c'est cette moisson de contrat, commande de 184 Airbus A320, bientôt finalisée, nous dit-on, selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Ça serait pour 15 milliards d'euros en tarif catalogue. Le protocole d'accord pour Areva, engagement. C'est pas encore fait. Sous 3 mois de signer une usine de retraitement de déchets nucléaires. On a eu la levée de l'embargo sur le bœuf français d'ici 6 mois, nous dit-on. Est-ce que cette liste d'accords, pour le coup, qui n'a pas donné lieu à un chiffrage, est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce que quand on compare le voyage présidentiel aux anciens Nicolas Sarkozy, il fait la moue là, ou à François Hollande, c'est mieux? Et parce qu'on dit encore une fois, dans l'entourage du président, que ce serait un peu moins juteux ces contrats que ce que l'Élysée espérait. Bon, D'abord, je ne pense pas que les voyages présidentiels changent quoi que ce soit aux relations commerciales entre les pays. Donc ces Airbus, ils auraient probablement été achetés. Les compagnies aériennes chinoises ont besoin d'avions et elles ne vont pas se fournir uniquement chez Boeing. Donc il faut aussi relativiser l'apport des voyages présidentiels. On médiatise des signatures. Donc ce petit calcul, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça attire l'attention sur quelque chose qui est important, c'est que nous avons vraiment deux économies en France. Il y a les secteurs qui sont prospères, exportateurs, excédentaires. Ils sont peu nombreux. Il y a évidemment l'aéronautique et l'espace. Il y a la pharmacie, il y a le luxe. Et essentiellement, voilà, ces trois secteurs-là, plus quelques petites autres choses. Et ces secteurs cachent la réalité. Si vous regardez le déficit extérieur de la France en enlevant ces secteurs, il est considérablement plus élevé. Pour l'industrie, par exemple, on passe de 50 à 100 milliards. Donc on voit bien qu'il y a deux sujets. Il y a ces secteurs qui sont à nouveau efficaces, exportateurs, technologiquement avancés. Donc on vend des Airbus, on vend des produits de luxe, on vend de la pharma. Peut-être on va recommencer à vendre un peu de nucléaire. Et puis il y a tout le reste qui continue à s'enfoncer, quoi. Et le reste, malheureusement, c'est la masse de l'économie en dehors de ces quelques secteurs de pointe. Vous voyez qu'on ne parle que de ces secteurs de pointe. Donc nous sommes bons dans ce petit nombre d'industries et nous sommes de plus en plus mauvais dans la grande masse du reste. Et qu'est-ce qu'on fait avec la grande masse du reste? On fait quoi? Alors le problème... C'est quoi le reste, pour le coup? Le reste, c'est tout. C'est les biens de consommation, la plupart des biens intermédiaires, c'est les biens d'équipement de l'industrie, c'est les robots, c'est tout le matériel pour les énergies renouvelables. On ne fabrique pas de cellules solaires, on ne fabrique pratiquement pas d'éolien. C'est les batteries électriques. On a pris trop de retard, c'est fichu pour combler ce retard à l'allumage? Alors c'est assez intéressant. Cette question est très bonne, si je peux dire ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui les économistes travaillent sur l'idée que dans l'économie contemporaine, on est plutôt dans un monde de rendement croissant. Ce qui veut dire que plus on vend, plus on est gros et plus on a des chiffres d'affaires importants, plus on est compétitif. Parce que finalement, le développement d'une entreprise consiste à payer des frais fixes. C'est très clair, par exemple, dans les boîtes de l'Internet, comme on l'avait dans les télécoms dans le temps, mais c'est sans doute vrai aussi pour les cellules solaires. Vous payez des frais fixes, donc il faut construire des usines, il faut faire de la recherche. Et ensuite, plus vous produisez, évidemment, plus vous étalez vos frais fixes. Et donc, il y a des rendements croissants. C'est la course au gigantisme. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle le vainqueur prend tout, the winner takes all. Ouais. Et on est sans doute dans beaucoup d'industries aujourd'hui, dans cet environnement. Pas seulement dans la high-tech. Et pas seulement dans la high-tech, dans plein d'industries. C'est vrai sans doute c'est vrai dans les avions, c'est évident. Les frais de développement, c'est vrai dans la pharma. Les frais de développement d'une nouvelle molécule, c'est considérable. Et donc, si on est dans ce monde-là, celui qui part en retard, il est mort. Puisque celui qui part devant et qui aura plus de clients va être en permanence moins cher. Et donc pour la France ? C'est pas très rassurant sur, à nouveau, les énergies renouvelables, sur tout ce qui est, à nouveau, électricité, batterie électrique, et sur toutes les grandes boîtes de l'Internet, quoi, je veux dire, qui seront probablement, définitivement, c'est pas seulement la France là, c'est l'Europe américaine et chinoise. Mais sur 60 milliards d'euros, encore une fois, de déficit du commerce extérieur français, il y en a la moitié qui est fait avec la Chine. Encore une fois, quand le président Macron nous dit il faut qu'il y ait davantage d'investissements chinois en France, davantage d'ouverture d'accès, en tout cas, des entreprises françaises au marché chinois, c'est vraiment ça la solution? C'est ce win-win par le haut? Oui, non, alors, face à la solution, face au problème,
Alors, bien entendu, ça se voit avec la Chine, hein, mais regardez aussi la balance commerciale de la France avec le reste de la zone euro, hein, qui est aussi déficitaire qu'avec la Chine. Évidemment, il y a deux solutions. Il y a la solution Trump, qui est la solution du repli. Trump dit, j'ai un gros déficit commercial avec la Chine, je vais donc taxer les produits chinois, me protéger des produits chinois, etc. Et puis, ce que dit Macron est quand même plus intelligent que ce que dit Trump, et puisqu'il essaie d'avoir une sortie par le haut de ce problème, hein, en disant, d'une part, vous, Chinois, vous avez besoin d'accès à certaines technologies, et vous avez trop d'épargne. Hein, donc cette épargne, il faut que vous l'investissiez dans le reste du monde. Et donc venez investir intelligemment chez nous. Évidemment, il faut que ce soit des investissements intelligents. Je suis un petit peu... Ce que j'ai entendu avant dans l'émission m'a un peu ennuyé, parce que a-t-on des exemples d'investisseurs chinois qui sont partis en courant? On a plutôt les exemples inverses. Quand on parle aux entreprises françaises qui ont des actionnaires chinois, ce qu'on entend est plutôt positif, en disant que ce sont des actionnaires qui ont une vision de long terme. La plupart des patrons français préfèrent un actionnaire chinois à un hedge fund américain à leur capital. Hein. Donc ce n'est pas forcément les Chinois qui investissent et qui repartent tout de suite. Je pense qu'ils ont plutôt une vision longue de leurs investissements. Et puis, nous, ouvrez vos marchés, parce qu'il est absolument vrai qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. D'où vient ce sujet? Ça vient de ce que, quand la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, hein, dans l'OMC, la Chine était encore vraiment un pays pauvre. Donc elle a obtenu un très grand nombre d'exemptions, donc un très grand nombre de secteurs qui ne sont pas ouverts aux étrangers. Évidemment, aujourd'hui, la Chine devenant un pays de plus en plus riche, c'est de plus en plus choquant qu'elle ait gardé cet accord qui correspondait à une autre époque, en fait. Hein, une époque où la Chine étant pauvre, on a voulu l'aider à développer ses industries en ne lui demandant pas de tout ouvrir en même temps. On se demande si, malgré tout, pour clore sur la Chine, si le président Macron a assez parlé de la violation récurrente, vous le savez bien, de la propriété intellectuelle, dont sont victimes des marques françaises en Chine. Bien entendu. Alors, je conseille à tous vos auditeurs la lecture des rapports qui sont très intéressants de la Chambre de commerce européenne en Chine, hein, qui fait des bilans périodiques des tracasseries administratives que subissent les entreprises étrangères en Chine de la part de l'administration chinoise. C'est encore autre chose, ça. Il y a les tracasseries, et puis aussi, encore une fois, le piège. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement les difficultés dans les partenaires chinois quand ils sont mal choisis, mais on peut bien choisir son partenaire chinois. Il y a autant de cas de succès que d'échecs quand vous regardez les grandes entreprises françaises en Chine. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de problème, quoi. Mais il y a clairement un niveau croissant de difficultés avec l'administration chinoise, avec les autorités de la concurrence, les autorités de la sécurité alimentaire, les autorités de l'environnement. Qui mettent des bâtons dans les roues. Qui ne sont pas très friendly, sympathiques avec les entreprises étrangères. Et probablement, cette situation est en train plutôt de se dégrader, ce qui n'est pas complètement rassurant. Allez, autre sujet, Patrick Artus, le pétrole qui flirte quasiment avec les 70 $ ce matin. On est à 69 $ sur le Brent, 50% de hausse en 6 mois. Est-ce que ça va commencer sur ces niveaux-là à faire des dégâts en matière de croissance en Europe, aux États-Unis, si on devait rester sur des niveaux de 70 $? 50% ordre de grandeur. Hein, pour la zone euro ou pour la France, c'est à peu près le même chiffre. 10 $ le baril de plus, c'est un quart de point de croissance en moins, hein, au niveau où nous sommes. Donc c'est problématique. Donc c'est pas monstrueux, mais voilà. Donc si... La plupart des prévisions dont nous parlons pour 2018, donc quand on dit que la prévision de croissance pour la France, c'est à peu près 2%, ou que c'est à peu près 2,5% pour la zone euro, ces prévisions sont faites avec des hypothèses de pétrole qui sont en général un peu en dessous de 60 $. Hein, donc à 70, on peut retirer donc on a 10 $. Donc on a déjà perdu un quart de point. Alors, est-ce que ça va continuer? Il y a une composante géopolitique. Hein, la tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les manifestations en Iran ont joué un rôle. Hein, donc, il y a quelques dollars qui sont du géopolitique qui peut rester. Aussi, il y a la vague de froid aux États-Unis. Voilà. Bon. Et puis, il y a quand même le fond du marché du pétrole. La demande mondiale de pétrole augmente. Alors, je le donne en millions de barils jour. 1,6 million cette année. Oui, voilà. Et j'allais dire 1,5 million, mais disons 1,6 million. Ce qu'on attend de production supplémentaire aux États-Unis, hein, c'est probablement à peu près la moitié de ça, disons 800 000 barils. Et le reste, il n'y a pas de production supplémentaire pour l'instant, puisque l'accord entre l'OPEP et la Russie de réduction des productions a l'air de tenir, et parce que les grandes compagnies pétrolières ont beaucoup baissé leur programme d'investissement depuis plusieurs années. Donc rien ne plaide pour que... Donc le marché du pétrole, il continue à se tendre, hein, en réalité. Donc il y a quelques dollars qui sont du géopolitique, qui pourraient éventuellement s'enlever.
Après, il y a des effets saisonniers, je passe sur les détails. En début d'année, le pétrole est moins cher qu'en fin d'année parce qu'on conduit moins sa voiture aux États-Unis l'hiver. Hein, bon. Et puis, il y a quand même la tendance de fond qui est que la production mondiale de pétrole ne suit pas la demande. Hein. Cette demande, elle vient des pays émergents, hein, elle ne vient pas des pays de l'OCDE. Notamment la Chine qui a beaucoup importé. L'Inde, la Chine, et les pays du Moyen-Orient, l'Afrique, enfin, les pays de l'OCDE ont une consommation qui diminue un petit peu. Pour vous, c'est une hausse durable qui est enclenchée? Parce qu'il y a beaucoup d'analystes qui disent, bon, dès qu'on passe un certain seuil, les Américains, les pétroles de schiste américains sont rentables et donc ça les incite à ouvrir le robinet et à produire plus et donc ça tempère le tout. Oui, mais attends, moi je suis un peu prudent sur cette question parce que on voit aujourd'hui, on compte ce qu'on appelle les rigs, c'est-à-dire les puits de forage aux États-Unis dans le pétrole de schiste. Le nombre de rigs est en train de diminuer. Il n'est pas en train de continuer d'augmenter. Et puis, non, ce qui est vrai, c'est que, on ne reverra sans doute pas des pétroles extrêmement chers. Pétrole, c'est comme tous les biens. Hein, le prix, c'est le coût marginal. C'est le coût du pétrole le plus cher dont on a besoin. Ouais. Il y a 7-8 ans, on avait besoin de pétrole dans les schistes bitumineux au Canada, éventuellement dans l'Arctique, dans de l'offshore très compliqué, qui coûtait $100 le baril ou plus. Aujourd'hui, avec le pétrole de schiste américain, on n'a plus besoin de ces pétroles. Donc, d'un autre côté, le pétrole ne devrait pas dépasser 75-80 $. Mais s'il montait à 75 $ à la fin de l'année, vous enlevez un deuxième quart de point de croissance, quoi. Hein, donc, c'est quand même pas complètement négligeable. Bon, et on imagine que le moment important dans l'année, ça sera le mois de juin, quand l'OPEP et la Russie vont de nouveau se réunir pour savoir si ils poursuivent leur politique de restriction. Mais on a l'impression que Poutine et les nouveaux dirigeants saoudiens ont quand même compris quelque chose, c'est que la sensibilité du prix du pétrole à la quantité produite est gigantesque. Si vous augmentez de 1% la quantité produite, vous faites baisser de 20% le prix à court terme. Et donc si vous êtes saoudien, quand même, il paraît assez clair qu'il vaut mieux produire 10 millions de barils à 70 $ que 11 millions à 30 $. Quoi. Oui. Donc moi je pense que tout le monde dit, si on arrive à 70 $, l'accord va casser, ils vont se mettre tous à produire. Je pense que les dirigeants de ces pays sont suffisamment intelligents pour comprendre que même à 70 $, ce n'est pas leur intérêt de se mettre à produire beaucoup plus. Donc je ne suis pas sûr que l'accord OPEP-Russie soit pas... je pense qu'il est assez solide. Non, le vrai sujet à nouveau, c'est qu'on n'a pas techniquement besoin d'aller à nouveau chercher des pétroles dans des endroits où c'est très très cher de produire du pétrole. Bon, dernière partie de cette interview, Patrick Artus, les marchés financiers. Vous avez vu, voilà, on continue l'année on reprend l'année comme on l'a achevé. Plus de 5500 points sur le CAC 40, quasiment 4% depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous répondez aux experts qui vous disent, voilà, les bulles, elles sont partout, on est entouré de bulles financières, sur les marchés actions, dans l'immobilier, les obligations, les marchés de taux, le bitcoin. Vous répondez quoi? Évidemment, non, mais je suis d'accord. Évidemment qu'il y a des bulles. De toute façon, il y a un truc qui est assez mécanique. Les banques centrales planétaires créent de la liquidité. Et même si la Réserve fédérale ne le fait plus et si la BCE va progressivement arrêter de le faire, les autres continuent à le faire. Les autres, c'est les banques centrales des émergents, c'est le Japon, etc. Cette liquidité, elle s'investit dans les différentes classes d'actifs. Les gens ne vont pas garder du cash qui rapporte rien. Ouais. Hein. Et donc, on achète, alors ça peut être volatile, on achète des actions de l'immobilier, des crypto-monnaies, des matières premières, etc. Donc, il y a des bulles généralisées. Et donc tant que la liquidité mondiale continuera à progresser, les bulles gonfleront. Alors, les bulles peuvent sauter d'une classe d'actifs à l'autre. Vous pouvez avoir... on a bien vu, regardez ce qui se passe avec le Bitcoin. Quand on commence à expliquer que c'est dangereux, tout d'un coup, le prix recule. Et simplement, du coup, on va acheter du Ripple. Hein, on va acheter une autre crypto-monnaie. Donc évidemment, les bulles peuvent sauter d'une classe d'actifs à l'autre. Les actions sont aujourd'hui la classe d'actifs qui est probablement la moins anormalement chère. Les taux d'intérêt obligataires sont très bas, les primes de risque sur les obligations des entreprises sont très basses, l'immobilier commence à être très cher. Il y a des bulles partout, mais là où la bulle est la moins gonflée, c'est sur les actions. Voilà, c'est ça. Donc en gros, les primes de risque actions sont encore substantielles, alors que les primes de risque ont à peu près disparu sur tous les autres actifs. Donc la plupart des investisseurs se disent « Ouh là là, les obligations, c'est une très mauvaise idée, les émergents, ça devient très cher, l'immobilier, ça devient très cher, le pétrole, ça devient très cher. Les actions, c'est pas si cher que ça. Donc, on va acheter des actions. Et donc, je pense Par défaut ? Parce que, en termes relatifs et pas dans l'absolu, parce qu'un investisseur, il ne travaille pas dans l'absolu. Quand tout est trop cher, vous achetez ce qui est moins trop cher, quoi. Hein? C'est ça ce qu'ils font aujourd'hui, les acheteurs. Tout est cher, ils achètent ce qu'il y a de moins trop cher. Ce qui est de moins trop cher. Ouais, voilà, oui. Donc, les actions européennes en particulier, parce que les actions américaines sont plus chères, sont perçues comme une classe d'actifs
pas déraisonnablement trop cher. Donc je pense que, sauf s'il y a un grand problème économique, qui pourrait être un gros ralentissement américain, une faillite d'une grosse entreprise. On peut imaginer une faillite. Hein, dire, quoi je sais On pas. peut imaginer une faillite d'une grande entreprise, c'est-à-dire Ça peut être une entreprise visible qui soit en grande difficulté. vous avez quel secteur, alors il faut que ce soit... GoPro perd 30% en bourse en une journée. Mais GoPro, ce n'est pas une grande entreprise. Prenez une boîte 10 fois plus grosse qui ferait la même chose, peut-être que, vous voyez, les gens commencent à se dire, oula, ça sent pas bon, il est temps de... Qui ferait faillite parce que problème d'endettement parce que le cours est trop cher, parce que les perspectives de vente sont pas aussi bonnes que ce qui a été annoncé. Ça peut arriver... Cette perspective de faillite je prends un exemple. grande entreprise n'est pas exclure pour vous? Non, il y a quelques... Je ne peux pas donner de nom ici, mais enfin, on a quelques entreprises qui sont quand même probablement extraordinairement surévaluées par rapport à leurs perspectives de résultats futurs. Et donc, mais peut-être que pour l'instant, il ne se passera rien. Est-ce que les taux d'intérêt restent très bas? Bon. Tant qu'on n'a pas d'accident, un accident, ça va être un accident économique, un accident géopolitique, un accident sur une entreprise substantielle, le mouvement naturel des investisseurs, ça va être d'acheter des actions à nouveau. Donc le marché action, il va monter. Donc on est exactement dans la logique de bulle. C'est ça une bulle, quoi. Je veux dire, c'est de la liquidité, une certaine confiance, l'idée que le mouvement peut se produire, et puis l'idée que il y a que là qu'on a une perspective de rendement qui correspond à ses besoins. Mais on sait comment tout ça se termine. Ça se termine très mal. Mais à nouveau, vous êtes investisseur, vous faites quoi? Vous allez vous mettre en cash à zéro. Et peut-être pendant 6 mois, regarder vos camarades acheter des actions et faire une performance action à 20%, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est l'essence de la bulle. Donc le risque d'une correction brutale, à vous écouter en 2018, parce qu'on 2018 ou fin 2018 ou début 2019, on n'en sait rien. Mais honnêtement, on a tous les ingrédients qui fabriquent une bulle action. Après avoir épuisé la bulle obligataire, la bulle du crédit, la bulle immobilière dans certains pays, on a tous les ingrédients aujourd'hui qui poussent la bulle action. Bon, c'est heureux tout ça. Non, ce qui est vrai, on finit là-dessus, c'est qu'il y a quand même une divergence qui doit poser question entre les données réelles, de l'économie réelle et de la sphère financière. Ça, c'est problématique. Oui, mais c'est de plus en plus. Mais ça s'appelle la globalisation financière. Si vous voulez, la taille de la finance continue de grandir considérablement par rapport à la taille des économies réelles. C'est quand même problématique. Et quand vous regardez sur 30 ans, et regardez la quantité de monnaie créée par les banques centrales. Il y a 20 ans, c'était 2 000 milliards de dollars, la monnaie de banque centrale. Aujourd'hui, c'est 24 000 milliards de dollars. On a multiplié la quantité de monnaie par 12. On ne reviendra jamais en arrière. On reviendra très peu. La Réserve fédérale va un tout petit peu revenir en arrière, mais enfin, c'est marginal. Et donc, la taille de la finance par rapport à l'économie réelle grandit. Donc, les phénomènes sont naturellement de plus en plus financiers et de moins en moins liés à l'économie réelle. Et comment ça se termine, ça? Alors, ça se termine d'abord, il faudrait peut-être que les banques centrales s'en inquiètent. Elles n'ont pas l'air du tout de s'en inquiéter. 2, on a surrégulé les banques. La taille des banques diminue. Donc, dans la taille de la finance, c'est plus les banques. Les bilans des banques sont en train de maigrir dans tous les pays. Mais c'est les non-banques qui continuent à grandir à toute allure. C'est qui les non-banques? C'est tout ce qui est investisseur de tout poil. Donc, ça va des assureurs aux hedge funds en passant par les fonds mutuels, etc. Donc, c'est cette finance-là. La finance dérivée continue à grandir à nouveau. Tous les marchés dérivés. Ce n'est pas les banques, c'est plus les banques. Les banques sont tellement contraintes que... Mais on a laissé en 20 ans exploser la taille de la finance. Et donc, ce qui domine maintenant les fluctuations économiques, c'est des fluctuations qui viennent de la finance. C'est normal, puisque la finance devient de plus en plus grosse. C'est l'économie qui fait la finance, c'est la finance qui fait l'économie. Bien entendu, le sens de la causalité a changé. Alors, les chocs économiques peuvent déclencher une crise de la finance. À nouveau, supposer que la croissance américaine se baisse beaucoup plus que ce que les marchés attendent, ça déclenchera une crise de la finance. Mais cette crise sera d'autant plus grave que la taille de la finance est grande. Ça fait peur quand même tout ça, non? Ah oui. Mais à nouveau, invitez des banquiers centraux et dites-leur, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Ça n'a pas du tout l'air de les inquiéter. Le fait que l'expansion de la finance, de la taille de leur bilan de banquiers centraux, de la taille des marchés de dette, tout ça... La Banque centrale ne fait jamais faillite, vous le savez. Oui, mais ça fait maintenant 25 ans que les banques centrales ont une théorie qui consiste à dire non, nous ne luttons pas contre la hausse des prix des actifs, contre la hausse de l'endettement. Nous intervenons dans les crises, mais en régime de croisière, nous ne luttons pas contre l'expansion de la finance. Comme les banques centrales ne luttent pas contre l'expansion de la finance grandit. Banque centrale, pompier, pyromane, ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a quelques années, signé Patrick Artus. Merci à vous Patrick, merci chef beaucoup, économiste donc chez Natixis. Merci pour cet entretien. Donc Patrick Artus était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama.